Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Record de chômage, le climat social auquel nous consacrons cette émission est évidemment très lourd. Cette tension est notamment palpable sur le dossier des retraites où un accord est attendu, espéré pour ce soir. Tout cela au moment où le gouvernement annonce le recours aux ordonnances pour s'attaquer aux blocages administratifs. Et d'ailleurs hier à Dijon, le président Hollande a affirmé qu'il voulait libérer notre pays de ces blocages pour mieux affronter la mondialisation. Nous avons donc intitulé cette émission « Retraite sur ordonnance ». C'est une question avec un point d'interrogation. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer dans ce C'est dans l'air, bien entendu, en direct. Jean-Emmanuel Ray est professeur du droit du travail et directeur du master ressources humaines à l'Université Paris 1. Vous enseignez aussi à Sciences Po et je rappelle votre ouvrage de référence, Droit du travail, droit vivant, publié aux éditions Liaison. Bernard Vivier, lui, économiste et historien. Vous dirigez l'Institut supérieur du travail. L'IST est un centre de recherche, de formation et d'expertise. Vous enseignez à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Guillaume Roquette est journaliste, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Votre journal paraît vendredi, avec en couverture cette semaine une enquête sur des Français pas comme les autres, les aristos. Enfin, Mathieu Plane est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. L'OFCE vient de faire paraître son bilan 2013 sur l'économie française aux éditions de la Découverte. Vous êtes aussi co-auteur d'un ouvrage sur la réforme fiscale aux éditions du Net. Bernard Vivier, Najat Vallaud-Belkacem a donc confirmé à la mi-journée la possibilité pour le gouvernement d'utiliser les ordonnances. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse ou une marque d'autorité ? C'est essentiellement l'expression du besoin d'aller vite. Il faut aujourd'hui aller vite. Le chômage grandit tous les jours. Tous les jours, on a à peu près 1000 chômeurs de plus. Ça veut dire qu'au moment où les municipales de 2014 arriveront, nous aurons à peu près 400 000 chômeurs. C'est 1,5 fois la population de la ville de Nantes. Donc Jean-Marc Ayrault, au moment des municipales, il ne veut pas vivre ça. Et nous avons besoin effectivement d'accélérer, parce que le temps est là, le temps n'attend pas, il faut aller vite. Et le président de la République, avec différentes décisions, a géré une majorité aujourd'hui trop hétéroclite, trop composite. Donc il passe en force, et c'est une nécessité. Mais quand on a tous les leviers de pouvoir, en l'occurrence le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, voilà, est-ce que cet outil est nécessaire? Alors vous allez me dire c'est un classique sous la Ve République, mais enfin ça surprend toujours, non? Oui, c'est une procédure évidemment bien particulière. Il faut le prendre quoi? Comme un accélérateur? Oui, comme un accélérateur. Essentiellement comme un accélérateur parce que nous sommes dans une situation vraiment tendue, répétons-le, plus de 1000 chômeurs chaque jour. Oui. Plus de 1000 chômeurs chaque jour. Dans les petites et les moyennes entreprises, dans les toutes petites entreprises, on parle beaucoup des licenciements économiques, des grandes entreprises. C'est une petite partie du chômage. Aujourd'hui, notre pays s'affaisse. L'industrie perd ses emplois, moins 750 000 emplois en 10 ans. Donc c'est un affaissement général. Et si nous ne voulons pas décrocher du train européen, il nous faut le rejoindre. Vous qui êtes quand même le spécialiste, et notamment dans cette émission, pour nous rappeler à la concertation qui fait l'objet de votre travail, de vos recherches et de votre souhait exprimé et avoué de voir un petit peu fluidifier les rapports sociaux dans ce pays. Voilà, on peut parler concertation et en même temps gouverner par ordonnance? C'est un autre sujet. Lorsque le Parlement ne respecte pas les partenaires sociaux, ça lui arrive, ça lui est arrivé, tous les gouvernements précédents, c'est une tradition française d'un État trop présent, trop puissant, trop gérant et non pas garant. Ça, c'est un sujet. Mais lorsque l'État doit prendre ses responsabilités, notamment dans le domaine des retraites, notamment dans différents domaines, il faut aller vite. Les retraites complémentaires, on va en parler probablement un peu plus, mais les retraites complémentaires, le 1er avril, il faut prendre des décisions. Donc il y a des transpositions législatives des accords signés. Et là, on ne peut pas attendre que les Verts, le Front de gauche, le Parti socialiste, dans ses différentes composantes, aient réussi à négocier et à envisager une sortie sur le plus petit dénominateur commun. Ça y est, le temps presse, oui. L'ordonnance, le système de l'ordonnance est un accélérateur dans les procédures, c'est un accélérateur nécessaire. On peut réexpliquer en quelques mots le principe de l'ordonnance, parce qu'il y a un côté... ça va être votre travail, vous êtes prof de droit. Oui, pareil, oui. Comment ça marche les ordonnances? Les ordonnances, c'est très simple, c'est une loi d'habilitation. En un mot, le Parlement n'est pas écarté. Le Parlement habilite le gouvernement à
prendre des ordonnances, et après, il y a une loi de ratification. Donc le Parlement vote une loi en disant, voilà les domaines dans lesquels vous serez autorisé à faire par ordonnance, ce qui va beaucoup plus vite. En gros, on vous autorise à faire du 120 alors qu'on est limité à 70 sur telle et telle route. Voilà, et ça permet aussi d'éviter justement, comme l'a dit très bien mon prédécesseur, c'est quand on a une majorité qu'on va dire plurielle au mieux ou divisée au pire, ça évite par ordonnance, ça va beaucoup plus vite. Hein. Et donc il n'y a plus de radar, si je comprends bien. Il y a des radars, mais à 150. Et deuxièmement, et au municipal. Oui, oui, j'ai bien compris ça. Et dernière chose, je crois que c'est la limite de l'exercice de François Hollande sur le dialogue social. C'est que le temps de dialogue social, c'est un temps long, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois. Il l'a respecté dans un premier temps, mais là, il s'aperçoit que si on continue sur une périodicité de 9 mois, on n'arrivera pas. Vu, comme l'a dit très bien Hubert Vivier, on est quasiment proche du mur, donc il faut agir rapidement. Et donc les ordonnances sont a priori la seule solution. Juste une chose, une ordonnance ne peut jamais être remise en cause a posteriori par le Parlement. Si, enfin, pour nous, une ordonnance, c'est quasiment une loi. Donc une loi future pourra modifier une ordonnance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les ordonnances, c'est le Parlement qui autorise le gouvernement au départ à légiférer par ordonnance, puisqu'en fait, il autorise le gouvernement à prendre sa place, finalement, à la place qui est celle normalement du législateur. Et ensuite, le Parlement ratifie les ordonnances, une fois qu'elles ont été adoptées, pour leur donner définitivement force de loi. Il les ratifie toujours. Exactement, il les ratifie toujours, parce qu'a priori, la majorité ne va pas changer, en tout cas, sauf grosse surprise. Je pense qu'en elle-même, cette décision n'a pas de sens forcément politique. Oui. On l'a vu dans le passé, parfois ça a été utilisé pour des raisons techniques. Jacques Chirac, par exemple, a utilisé les ordonnances parce qu'il voulait aller plus vite. Intervenant maintenant, ça peut être un signe envoyé. Alors, c'est une reconnaissance d'une forme d'échec en disant nous sommes obligés de changer de vitesse. Ça veut bien dire que nous n'avancions pas assez vite jusqu'à présent. Oui. En même temps, c'est aussi un moyen de dire j'ai pris conscience de la difficulté de la situation, après mes déplacements en province, après aussi ma baisse dans les sondages, mais ça ne sera efficace que si effectivement les ordonnances qui sont prises montrent qu'il y a une volonté vraiment d'aller plus vite et de réformer plus efficacement. Je fais ma bascule sur les retraites, ce qui n'est pas encore une information là pour le coup, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut imaginer une pratique des ordonnances sur le dossier des retraites, étant donné que là on est dans le goulot d'étranglement des dernières heures de négociation? On peut utiliser les ordonnances, à ma connaissance, sur tout, techniquement, oui. Voilà, sur tous les sujets. Mais politiquement, ça me paraît impensable. François Hollande a mis tout son quinquennat sous le signe de je vais respecter les partenaires sociaux. Et là, les retraites sont le prototype du sujet qui appartient naturellement aux partenaires sociaux. Donc, s'il raisonne par ordonnance sur les partenaires sociaux, ça veut dire qu'il ne croit plus beaucoup à la valeur du dialogue social. Enfin, moi, ça m'apparaîtrait un couac par rapport à la politique suivie jusqu'ici, un peu... Sauf que, excusez-moi, à travers ce qu'a annoncé Najat Vallaud-Belkacem à la mi-journée, et des propos de son intervention de Dijon hier, qui ont été peu relayés, et qui sont, voilà, à nouveau découvertes, où il nous dit, voilà, moi je veux libérer la France de ses blocages pour qu'elle s'affirme dans la mondialisation, on peut imaginer que la question des retraites puisse faire l'objet d'un traitement de ce type. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'il y a toujours, dans tout gouvernement, de droite ou de gauche... C'est peut-être même une menace sur ce qui se discute cet après-midi, en tout cas, une pression. Mais plus profondément, il y a toujours une démangeaison interventionniste dans tout gouvernement en France. On fait des contrats de travail que les dirigeants d'entreprise et les syndicalistes ne souhaitent pas forcément et sur lesquels ils ne sont pas consultés. On impose des décisions, on donne des calendriers extrêmement serrés pour négocier. Autrement dit, nous sommes dans un pays où l'État concède aux partenaires sociaux sur un temps limité le droit d'agir entre eux et d'organiser le marché du travail. Ce qui est totalement différent des autres pays européens où l'État ne se mêle pas de gérer et d'intervenir à tout bout de champ. Donc, sur le fond, oui, on pourrait avoir, ce serait évidemment fâcheux, mais on pourrait très bien avoir une intervention gouvernementale sur les retraites complémentaires avec une confusion. Puisque l'État a pratiquement étatisé aujourd'hui le régime général des retraites, c'est lui qui le pilote, les régimes de retraite complémentaires, qui sont un morceau très important entre les mains des seuls partenaires sociaux, patronat et syndicats, qui gèrent les caisses de retraite complémentaires. C'est leur responsabilité. On pourrait très bien dire, l'État, moi aussi, je me mets ça dans la poche, je contrôle tout ça. Marc Blondel, en 1995, avait parlé d'un rapt. Marc Blondel, le secrétaire général de Force ouvrière, d'un rapt sur la sécurité sociale. Mais on n'est pas loin. On a bien vu ces derniers mois, sans remonter 2 ans en arrière, des rapts de l'État sur les fonds de la formation professionnelle, sur le 1% logement, sur l'argent du logement des entreprises. On pourrait très bien voir aujourd'hui une opération rapt de l'État, je ne dis pas du gouvernement de gauche ou de droite, de l'État sur les fonds des retraites complémentaires. Ce n'est pas impensable. Ce serait évidemment risqué en termes de liberté des partenaires sociaux pour décider entre eux ce qui est bon pour les salariés et les employeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi, moi j'ai presque l'impression que c'est aussi un aveu de faiblesse, dans le sens où
On a l'impression que pour occuper le terrain, on va dire, il va falloir accélérer les réformes. Or, je pense qu'il y a beaucoup de réformes qui sont des réformes structurelles, des réformes de fond, de long terme. Je crois que les problèmes qu'on a actuellement ne se limitent pas justement à des réformes miracles qui nous permettraient d'avoir de la croissance demain, de créer à nouveau des emplois et de faire baisser le chômage. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que, effectivement, ces accords sur l'emploi sont importants. Je ne pense pas que c'est la solution miracle qui va permettre de faire baisser le chômage demain. Il faut s'y attaquer, certainement. Mais ces accords sont aussi des accords de long terme. Il y a des mesures plus conjoncturelles, de plus court terme, qui sont au-delà de ça, qui sont effectivement les contraintes budgétaires européennes, qui sont les 3%, de savoir est-ce que l'austérité, on l'accélère pas. Tout ça est, à mon avis, plus important que finalement de savoir si on va décaler dans le temps de quelques mois certaines réformes qui sont censées quand même remodeler le fonctionnement du marché du travail, mais pour le donner aussi une flexibilité à plus long terme. Vous me dites qu'il n'est pas urgent de redécouvrir l'urgence, notamment pour le marché du travail. Je pense qu'il ne faut pas croire qu'on a des solutions comme ça, miracles, qui vont permettre en 2013 de retrouver de la croissance et de l'emploi sans remettre en cause aujourd'hui les politiques économiques qu'on a en Europe. Et donc pour agir à travers ça, on va dire effectivement, on va accélérer le calendrier des réformes. Et le calendrier des réformes, avant que de toute façon ça produise des effets, ça va un peu prendre de temps. Et puis je pense qu'à côté de ça, on a d'autres mesures qui emportent tout le reste. Donc il faut bien avoir conscience que quand on n'a pas de marge de manœuvre budgétaire ou quand on est extrêmement contraint, de façon à occuper le terrain, on dit on va accélérer les réformes et que ça va permettre de retrouver la croissance. Mais on ne peut pas penser que la France va retrouver de la croissance quand l'Europe est en récession. Alors il y a la question, on pourrait dire du chômage sur laquelle on va évidemment revenir, ou en tout cas de l'accès à l'emploi. Mais sur le dossier des retraites, il y a une date butoir qui est quand même le 1er avril. Oui, parce qu'effectivement, c'est la date au-delà de laquelle l'État est susceptible de se saisir du sujet pour prendre des mesures impératives. Et on peut se demander si... Et ils ont toujours dit qu'ils le feraient, enfin si besoin est. Hein, oui, ils ont toujours dit qu'ils le feraient. De toute façon, ils n'auront pas le choix parce que les déficits sont là. Et donc, il y a une urgence à traiter le problème. Parce que on parle beaucoup du déficit de l'État, mais le déficit des régimes sociaux, notamment celui de la retraite, lui aussi, doit être financé. 2 milliards par caisse, ça fait pratiquement 4 milliards. Hein. Exactement. Et tout ça, c'est financé par des apporteurs de fonds extérieurs qui sont nos créanciers et qui veulent en face qu'il y ait des réformes parce que sinon ils vont prendre peur et donc ils risquent de moins nous prêter ou nous prêter à des taux plus élevés. Donc c'est aussi pour ça que le gouvernement a mis cette date limite. C'est aussi peut-être pour ça qu'il veut légiférer par ordonnance, même s'il faut quand même préciser que pour l'instant, rien ne permet de dire que les ordonnances auront lieu sur ce type de sujet. On en saura un petit peu plus parce que le gouvernement doit dire au Parlement, pour obtenir l'accord de l'Assemblée nationale, voilà sur quoi j'entends légiférer par ordonnance. Donc on sortira de cette espèce de confusion. Mais c'est une révolution copernicienne de légiférer comme ça. Jusqu'à présent, quand il y avait un problème, François Hollande n'avait de cesse que de créer une commission, une concertation, des états généraux. Il avait un catalogue. On est peut-être arrivé au terme de la conversation de salon de thé. Et ben voilà. Mais si c'est le cas, c'est un vrai tournant dans le quinquennat. Un dernier mot là-dessus ? Un dernier mot. Je crois que s'il ne faut pas se méprendre, il y a un jeu de rôle entre l'État et les partenaires sociaux. La question, c'est qui va faire le sale boulot ? Si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord pour baisser les retraites, ils seront assez contents finalement que l'État joue le gendarme en disant maintenant ça suffit. Et d'autorité, c'est moi qui... Bon, en un mot, je crois qu'on n'est plus dans la Trente Glorieuses. Tout le monde se précipite en disant la victoire à 1000 pères, la défaite est orpheline. Il y a un jeu de rôle entre l'État et les partenaires sociaux. Question, qui va faire le sale boulot ? L'État est finalement celui qui va devoir le faire. On va revenir au marché du travail et à la question du chômage, bien entendu. Je vous rappelle qu'aujourd'hui même, Renault a donc finalement obtenu un accord d'entreprise sur la compétitivité. Le temps de travail augmente, les salaires sont gelés, suppression de 7500 postes. Mais Carlos Ghosn s'engage à ne pas fermer d'usine. Tous les syndicats ont signé, sauf la CGT. Un fossé qui se creuse encore davantage, vous le savez, à l'échelle nationale. Rappelons que la CGT n'a pas signé l'accord sur la sécurisation du marché du travail, rejoint en cela par Force ouvrière. Bref, ce qui est évidemment difficile au niveau de l'entreprise l'est encore plus à l'échelle du pays. Laurent Hirsch et Zalet Zouak. C'est l'heure de la pause déjeuner. L'occasion pour ces syndicalistes de se regrouper sur le parvis de la Défense en vue d'une distribution de tracts expliquant le tout récent accord sur l'emploi. Il faut que vous répartissiez équitablement entre 4 groupes, de façon... et puis qu'il y ait l'ensemble des organisations syndicales qui soient représentées. L'ensemble des syndicats, pas tout à fait. Précisément, l'ensemble de ceux qui ont signé le 11 janvier dernier le fameux accord de sécurisation sur l'emploi. Soit la CFDT, la CFTC, l'UNSA ou encore la CFE-CGC. Mais surtout pas FO ni la CGT, opposés au texte. En France, il y a 2 syndicalismes. Il y a le syndicalisme de négociation et il y a le syndicalisme d'opposition. Pour certaines organisations syndicales, les droits nouveaux sont acquis par la lutte.
Et quand c'est pas acquis par la lutte, c'est suspect. Non, c'est pas suspect. On peut aussi acquérir des choses par le dialogue social. C'est la grande différence entre nos organisations syndicales. Moi, je suis un peu surpris quand je vois que généraliser, par exemple, la complémentaire santé pour tous, généraliser le droit à formation pour tous, c'est l'équivalent de la destruction du Code du travail. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On devrait se méfier de l'excès. La CGT et Force ouvrière apprécieront. Il y a 8 jours, les deux syndicats défilaient côte à côte à Paris et dans 175 autres villes. Les salaires bloqués! Les accords pourris! Une mobilisation en demi-teinte, malgré plusieurs dizaines de milliers de personnes venues exprimer leur hostilité à la future loi sur l'emploi. Ça fait 25 ans qu'on multiplie les types de contrats de travail, la précarité au travail. 75% des offres d'emploi sont à temps partiel, à contrat à durée déterminée. Et là, on ajoute encore à la précarité le vieil adage du MEDEF selon lequel plus on va licencier facilement aujourd'hui, plus ça créera de l'emploi. On l'entend dans tous les pays d'Europe et c'est ainsi que jamais en Europe il y a eu autant de chômeurs et d'emplois précaires. Je vais demander à revoir sur le projet de loi l'ensemble des groupes parlementaires. Je vais leur expliquer. Des choses ont déjà changé. Je ne dis pas que tout changera, mais en tous les cas, ils voteront un texte en connaissance de cause. Chacun ses responsabilités. Non, non, non à l'accord MEDEF-DT. Accusée de traîtrise, la CFDT répond par le biais d'un tract bien senti. Êtes-vous toujours contre? Êtes-vous râleur professionnel ou encore tétanisé par le changement? Les intéressés, FO et la CGT, se reconnaîtront. C'est une façon de réagir, mais qui se veut humoristique et non agressive. Mais aujourd'hui, c'est pas normal dans ce pays que ceux qui s'engagent soient les seuls à avoir des comptes à rendre. Il faut aussi que ceux qui ne s'engagent pas, qui font le choix de faire un syndicalisme qui demande tout à l'État, sans jamais eux-mêmes prendre leurs responsabilités, eh bien, il faut aussi qu'on leur demande des comptes. Donc nous rendons des comptes, nous sommes comptables devant les salariés de ce que nous avons obtenu et nous leur expliquons ce que nous avons obtenu, que ceux qui n'obtiennent pas de droits nouveaux expliquent aussi aux salariés pourquoi ils n'en obtiennent pas. Si au niveau national, l'heure est au conflit entre syndicats, cela n'empêche pas les accords plus ciblés. Pour Carlos Ghosn, le plus dur est peut-être derrière lui. 3 syndicats, dont FO, viennent d'accepter la suppression de 7500 postes. En contrepartie, la direction de Renault s'engage à ne fermer aucune usine en France d'ici fin 2016. Aujourd'hui, on signe un accord qui permet une amélioration de la production, une amélioration des capacités, une garantie d'avenir, une garantie de l'emploi et une garantie de l'activité. Oui, c'est une première. Malgré son opposition, la CGT n'a pu empêcher la signature de cet accord compétitivité. Peut-être ici une nouvelle victoire du syndicalisme de négociation. Pourquoi en France le compromis est-il perçu comme une compromission? C'est une bonne question qui nous est posée. Pardon, c'est gaulois? C'est gaulois. Non, c'est marxiste. Voilà, alors très bien, parfait. Alors très bon plan, de parti. On commence par c'est gaulois et après vous me ferez non, c'est marxiste. Alors c'est gaulois, argumentez un petit peu. C'est gaulois, c'est Vercingétorix. Oui, c'est quand on est puissant, on décide. Quand on est nul, on négocie. Quand je suis en position de décideur, c'est pas la peine de négocier. J'attends que le fruit soit mûr et qu'il tombe. Ça, ce sont des rapports sociaux qu'on appelle non civilisés à l'étranger. À l'étranger, avant de négocier, on ne fait pas une grève. On négocie et si la grève échoue, c'est le droit communautaire. Le droit communautaire dit vous avez le droit de faire grève si la négociation échoue. En France, notre culture gauloise, les tribus gauloises, c'est on se met sur la tête et puis après on dit oh bah si on négociait. Nous sommes uniques au monde. Même aux États-Unis, qui n'est pas une culture très gauloise, on a créé une loi en 1935 qui consiste à dire on négocie avant et après éventuellement on déclenche un conflit. Enfin, sauf que les Gaulois avaient négocié avec les Romains qui les ont battus. Enfin, si vous appelez ça négocier, c'est un conseil de négociation intéressant. Bon, il y a peut-être une petite... Veni vidi vici. Voilà, d'accord. Alors, donc c'est gaulois, c'est marxiste. Oui, c'est Vercingétorix revu par Marx, Lénine, Staline et Trotsky. C'est-à-dire la conception... Une belle brochette. Exactement, la conception selon laquelle, si l'on veut du progrès social, il faut se battre, il faut s'opposer. C'est très hegelien, philosophiquement. C'est-à-dire, c'est le mouvement, c'est le rapport de force qui crée le progrès social. Ce n'est pas la recherche d'un compromis durable, d'une durée, c'est au contraire la recherche d'une confrontation et l'accord qui sort de la grève et du conflit est défini comme la sanction provisoire du rapport de force. Donc l'accord signé n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est le mouvement permanent. Et donc, nous considérons à ce moment-là, si nous prenons cette lecture des événements, qu'un accord, ça ne peut pas exister. Qu'un compromis, c'est un gros mot, ça veut dire compromission.
et qu'un accord signé, c'est la capitulation de Jules César ou de Vercingétorix, là on fait l'histoire comme on le veut, dans le sens où l'on le veut, mais il n'y a pas de gagnant-gagnant. Or, partout en Europe... Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à casser le vase de Soissons? Bien sûr, c'est ce que font aujourd'hui certaines démarches syndicales qui cassent l'emploi et l'entreprise parce que c'est du jusqu'au-boutisme. Et ça, c'est pas du syndicalisme, soyons très précis. La démarche syndicale qui consiste à organiser la vie professionnelle, elle ne casse pas l'outil de travail et elle prend toujours tout ce qu'il y a à prendre. Ça s'appelle le réformisme. Je sais, Yves Calvi, que vous êtes très attaché à la mémoire d'André Bergeron. Eh bien, André Bergeron, qui était le pape du réformisme, nous l'a appris. Moi, ce que je gagne petit à petit, eh bien, je le prends. C'est ça. Le progrès social, il se fait dans la durée. Ça serait bien que Jean-Claude Mailly fasse pareil que son prédécesseur. Pardon ? Ça serait bien que Jean-Claude Mailly fasse pareil. Mais il en est en partie l'héritier. Mais c'est vrai que Laurent Berger, toute petite partie. Philippe En Louis, toute Bernard petite partie. Vaccanès, Luc Berry, c'est-à-dire les autres organisations, portent ça. Et aujourd'hui, la CGT s'interroge aussi. Elle dit on ne peut pas rester indéfiniment en dehors du camp des signataires. Alors, elle ne signe pas au niveau national, elle ne signe pas beaucoup dans les branches, mais dans les entreprises, 75%. Là où elle est 84%, là où elle est présente, elle signe 84% des accords. Et on le voit, ça avance. Évidemment, une grande entreprise comme Renault, c'est un petit peu dur à avaler, mais il y a eu des débats, même à la CGT en interne. Donc, pardonnez-moi, sur l'accord finalement non signé par la CGT chez Renault et que nous évoquions dans ce reportage, vous dites qu'il y a eu un vrai débat, au moins en interne à la CGT. Oui, assez limité en fait, au sein de la CGT Renault. Oui, s'il a eu lieu, c'est intéressant. Oui, il y a eu lieu parce qu'au niveau confédéral, la CGT tient son congrès lundi prochain. Ah oui, oui. Et la question est et à la CGT, elle est posée. C'est pas de savoir si Le Pen va continuer. Bernard Thibault, bien sûr, il va continuer. Mais pourquoi faire? Pour rester sur un schéma d'avant la libération de la CGT du Parti communiste, ou bien de se dire la CGT c'est une très belle organisation syndicale, elle doit aller vers la négociation pour rester en tête du peloton des organisations syndicales en France. Je voulais juste vous faire une remarque, c'est évidemment que les rapports de force ça existe. Bien sûr. Évidemment qu'on contraint des responsables d'entreprise et des patrons à un moment par un rapport de force ou par un mouvement social à aboutir à des accords. L'histoire de notre pays est marquée par ça. Mais il y a aussi le moment où on décide in fine, d'aller se mettre de l'autre côté de la table et de discuter parce qu'on va sauver l'emploi ou l'entreprise. Il ne faut pas faire d'angélisme. Une négociation, c'est toujours un rapport de force. Et qui se termine par un rapport de droit ou pas par un rapport de droit. Tout dépend de la façon dont on ordonne et on conçoit la vie en société. L'autre est-il un ennemi de classe ou l'autre est-il un interlocuteur qui défend ses intérêts et avec qui je vais trouver un point d'équilibre le plus durable possible? Parce que ça n'apparaissait pas dans le reportage, mais c'est quand même rude ce que se disent les organisations syndicales en ce moment, même si elles sont elles aussi sur un marché concurrent, il y a un marché concurrentiel, alors, parce que voilà, et qu'il est de plus en plus sur une part de marché, et là ça s'est réduite parce que je crois que tout le monde souhaiterait qu'il y ait plus de représentativité des organisations syndicales dans notre pays, mais là on l'entendait dans le reportage, ça continue quand même d'être difficile, même quand Laurent Berger traite ça avec humour. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Plage? Je trouve que justement cette idée de rapport de force elle est intéressante et surtout il ne faut pas oublier que c'est d'autant plus difficile d'arriver à des accords quand on est en situation de crise et que le rapport de force n'est pas le même quand vous êtes au plein emploi ou quand le chômage augmente de 1 voire 2 points par an et qu'on a 1 million de chômeurs supplémentaires depuis 2008. Donc effectivement dans le rapport de force, clairement on voit que les intérêts peuvent être différents et que la situation du marché du travail n'est pas sans impact justement dans les négociations et donc on voit que bien sûr les entreprises ont intérêt à signer de la flexibilité, que les salariés ont intérêt à accepter en partie de la flexibilité contre l'emploi, mais on ne sait pas si ces mesures seront quand même au détriment des salariés ou aussi effectivement équilibrées entre l'entreprise et le salarié. Et on voit que ce rapport de force pose un certain nombre de problèmes, en tout cas en situation de crise. Je voyais 100 000 emplois marchands détruits en 2012. Est-ce qu'il est possible, alors justement, quand on est quand même une grande centrale syndicale comme la CGT, je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas, mais je dirais à la fois d'être en quelque sorte le syndicat qui est là partout où il y a une industrie qui est en train de fermer ses portes, enfin bref, je dirais, même s'ils nous rappellent très souvent qu'ils ont protesté bien avant qu'on arrive dans ces situations-là, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une grande centrale syndicale comme la CGT puisse être à la fois sur chaque fermeture d'usine, si je puis dire, totalement désespérée, et puis au même moment en train de négocier des accords d'entreprise avec un peu de fluidité oui. Mais bien sûr, pourquoi une organisation syndicale, c'est quand même un régulateur social. S'il n'y avait pas d'organisation syndicale, les expressions populaires les plus folles
pourraient survenir. Des bonbonnes de gaz sur les toits des usines, des séquestrations de dirigeants, des atteintes à l'intégrité des personnes ou des biens. Donc oui, on a besoin d'agents de régulation de la société. Et en même temps, on a besoin que ces structures qui représentent une sorte de désespoir aussi collectif sur une entreprise dans un site qui ferme, eh bien, l'expriment, le disent. Parce que ce n'est pas simplement à la corbeille, comme on disait autrefois, que la politique économique et sociale se fait. C'est aussi autour d'une table de négociation. L'accord de janvier signé entre patronat et syndicats fait une avancée d'ailleurs dans ce registre, puisqu'elle permet à des représentants des salariés, à des syndicalistes, de siéger dans les instances qui orientent l'entreprise. Et d'accéder, comme ça se voit ailleurs en Europe, pardonnez-moi encore, d'accéder non pas à une co-décision, évidemment pas, ni même une co-gestion, mais en tout cas à un regard partagé sur ce qui va se passer. Avant de donner la parole à Guillaume Roquette, je fais juste remarquer, Mathieu Plane citait l'Europe tout à l'heure, quand même 26 millions de chômeurs dans l'ensemble de l'Union européenne en ce moment. C'est pour dire que c'est, enfin, je sais pas si ça se passe mieux ailleurs, mais enfin, quand on a 26 millions de chômeurs, ça veut dire qu'on a un gros problème sur les bras. Vous vouliez intervenir? Oui, jusqu'à présent, il y a eu historiquement une espèce de partage des rôles entre les syndicats dits réformistes et la CGT, avec FO qui avait un rôle qui était un petit peu difficile à repérer. En gros, certains, en particulier la CFDT, la CGC, la CFTC, jouaient le rôle de la négociation. La CGT disait « Ah, nous ne signons pas ». Ensuite, elle disait « Ah, si on m'avait écouté, les salariés auraient obtenu davantage. » Mais finalement, comme l'accord était globalement positif, parce qu'il y avait du grain à moudre, pour citer une nouvelle fois André Bergeron, eh bien, le système continuait comme ça. Si vous voulez citer de mon maire, hein, je ne suis pas... Aujourd'hui, on est arrivé dans un état de tension où la CGT ne peut plus jouer ce double jeu, parce qu'il y a un certain nombre de gens chez elle, en tout cas dans l'industrie, qui considèrent qu'il ne faut plus céder sur rien. Parce que si on cède, c'est la fin. Et c'est pour ça que l'affaire de Goodyear à Amiens-Nord est si emblématique. Oui. La CGT, pendant 6 ans, a empêché toute restructuration de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est le patron de la CFDT lui-même qui dit « La CGT porte une part de responsabilité lourde dans la fermeture de cette usine ». Donc ça, c'est la CGT qui bloque sur tout. Et parce qu'elle considère qu'elle a plus à perdre qu'à gagner en discutant. Et donc, avec deux Bernard visions... Thibault vient de vous répondre dans le reportage. Il vous dit on ne cesse de céder aux demandes du patronat, on ne cesse de fluidifier, de mettre de la flexibilité, le chômage ne cesse d'augmenter. Donc moi je veux bien, mais si vous trouvez que c'est démagogique, dites-le nous, mais en tout cas, sur la force des chiffres et du constat, je suis désolé, c'est vrai. Mais donc, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans? Tout le débat social français était porteur de progrès. Parce qu'il y avait globalement des augmentations de salaire, une réduction du temps de travail, une retraite qui était dans de meilleures conditions. Et donc, les syndicats avaient intérêt à jouer ce jeu. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, parce que depuis qu'on est dans la crise, la vérité, c'est que le dialogue social, c'est une espèce de retraite permanente du côté des salariés. Toute la question est de savoir si il faut ne céder sur rien, parce que si on commence à faire retraite, à ce moment-là, on lâche tout, ou bien, comme le pensent la CFDT et les syndicats réformistes, s'il faut aménager le modèle français, que ce soit sur le temps de travail, sur la sécurité sociale au sens large, la retraite, le chômage, parce que si on n'accepte pas de petits reculs, alors le système s'effondrera. Et il n'y a pas de consensus là-dessus. En tout cas, apparemment aujourd'hui, la CGT semble dire, nous, on ne lâche sur rien. Parce que si on lâche sur rien, on lâchera sur tout. Alors que la CFDT dit, si on ne lâche pas sur quelque chose, alors tout s'effondrera. C'est une logique du tout ou rien. Jean-Emmanuel Ray. Oui, en 2 mots, je pense que le moyenne d'âge des confédérations est une moyenne d'âge qui tourne autour de 50 ans. Bref, un âge à peu près partagé autour de la table. On a vécu les 30 Glorieuses et on a du mal à concevoir, sauf Mathieu bien sûr. Oui, j'allais vous dire, le pauvre. Beaucoup plus jeune. Ah oui, beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Bon. Mais les 30 Glorieuses ont induit chez les syndicats un comportement parfaitement légitime. C'est la croissance était de 4 à 5% par an. 4 à 5% par an. Avec l'inflation, ça faisait 10, ça fait 15%. C'est ce qu'on appelait il y a 30 ans le syndicalisme de la pelle à tarte. On se retrouvait chaque année en disant voilà le gâteau accru de 20%, de 15%, où est-ce qu'on va mettre la pelle pour les salariés, les actionnaires? Il n'y avait pas de souci, c'était quantitatif, tout le monde sait faire ça. Un enfant de 7 ans sait négocier avec son père sur combien tu vas me donner. Donc quand les 30 Glorieuses ont financé le progrès social, ce que vient de dire mon voisin, il n'y avait pas de problème. On arrivait assez vite à une solution. Aujourd'hui, et c'est pour ça, je me permets d'ajouter à ce que vient de dire mon voisin, c'est que pourquoi la CGT s'est permis de ne pas signer pendant 30 ans? Ce qui est son droit absolu. C'est que la CGT roulait des mécaniques juridiques en disant moi, cacher ce sein que je ne saurais voir. Mais est-ce que les militants de la CGT obtenaient les avantages signés par les autres? Bien sûr que oui. Maintenant, faisons un peu de rétropédalage, demandons-nous, est-ce que dans les années 60, si les militants de la CGT
avait été exclue des augmentations signées par FO et la CFTC, est-ce que la CGT aurait adopté la même position? Je ne crois pas. En un mot, c'est la faute du droit du travail français. En donnant les avantages à tout le monde, il renforce l'idée de « moi je garde les mains blanches parce que les autres font le boulot ». Et c'est là où ça tourne par rond. C'est un mécanisme infantilisant. Quand on voit des accords comme celui sur le marché du travail, qui sont signés par des syndicats, enfin en tout cas, ou deux grands syndicats, j'essaie de le dire de façon sur une périphrase, faut jamais faire ça. Bref, FO et CGT, qui font partie des 3 grandes centrales syndicales, ne l'ont pas signé. Est-ce que vous pensez qu'un accord de ce type, et je sais que ça préoccupe notamment le patronat, peut être vraiment largement toiletté ou abîmé dans ce qu'est sa nature d'accord pour l'instant en arrivant au Parlement? Peu. Peu pourquoi? D'abord parce que François Hollande respecte son engagement et dit « moi je vais faire une transposition la plus fidèle possible ». 2, parce que le risque, il est politique, il n'est pas syndical. La CGT, effectivement, comme force ouvrière, s'oppose fortement. Et il est vrai aussi qu'à l'intérieur de la CFDT, de la CFTC, de la CFE-CGC, il y a des interrogations. Cet accord a été difficile, y compris dans les organisations syndicales signataires. C'est pas facile de négocier une situation à l'issue de laquelle on sera en repli par rapport à ce que l'on vit, même s'il y a des avancées ailleurs. Donc ça a été très difficile. Mais la CGT prépare son congrès, il lui fallait un peu montrer les muscles, s'oppose aujourd'hui de plus en plus à François Hollande, donc c'est pas un jeu par rapport au patronat, c'est un jeu par rapport à François Hollande, et Force ouvrière a profité de cette occasion-là pour enfoncer un coin dans l'alliance traditionnelle CGT-CFDT. D'ailleurs, on l'a bien vu dans le reportage, chez Renault, Laurent Smolnik, dirigeant syndical Force ouvrière, a signé l'accord, il en est fier. Oui. Il fait du FO traditionnel, on va dire. Et il fait du FO traditionnel. Canal historique. Canal historique. Juste une question. On peut rappeler en 2-3 mots les apports ou l'intérêt de cet accord signé récemment sur la fluidité du marché du travail? C'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. C'est l'engagement par Renault de maintenir tous les sites en France. C'est Renault. Renault, pardon. Là, je parle du plus large. Sur Renault, non, alors attendez, si vous voulez insister sur celui de Renault, je vous rends la parole un instant. Vous estimez Moi-même, je suis surpris pour tout vous dire, donc je crois que vous avez raison. Réponse, tout autour, au Portugal, en Espagne et en Italie, toutes les boîtes automobiles ont signé des accords, y compris chez Renault. Disons, bon, résultat, Renault a pris un engagement de maintenir tous les sites français, ce qui, vu l'état, et je pense que notre ami économiste en saura plus, mais vu l'état des comptes de Renault aujourd'hui, le fait de s'engager à maintenir tous les sites, pas tous les emplois, mais ça sera par des départs naturels. Donc on va dire, on ne ferme pas d'usine, on ne ferme pas d'atelier. Oui, ce qui, vu l'état du marché automobile français, est un succès, à mon avis, exceptionnel sur le plan social. Maintien de l'emploi par les temps qui courent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est quand même assez différent des accords de maintien pour l'emploi, parce que là, il n'y a pas de maintien pour l'emploi. Il y a 7000 destructions d'emplois. Alors que les accords de maintien pour l'emploi proposent de réduire la durée du travail en contrepartie d'une baisse de salaire pour préserver les emplois. Alors que là, c'est pas du tout le cas. On détruit 7000 emplois, on augmente même la durée du travail des salariés en place, contre justement la non-fermeture. Ce qui n'allait pas de soi. Regardez ce qui se passe chez Peugeot. Ce qui, à mon avis, c'est pas un maquillage. Je veux dire, c'est pas. Vous comprenez, on pourrait dire, alors voilà, moi je maintiens mes 10 théâtres. Il y en a 2 qui seront vides, hein, mais vous inquiétez pas. Non. Ce qui est non, mais j'insiste. Il y a une raison de production. C'est que la logique, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a été une logique allemande dans la crise. C'est celle qui est, notamment par le chômage partiel, qui a été celle du partage du travail. Quand vous êtes en sous-activité, si vous voulez maintenir l'emploi, vous n'avez pas d'autre possibilité que de réduire la durée du travail. Ça peut être temporaire. Alors, savoir, est-ce que du coup, vous diminuez les salaires de l'équivalent de la durée du travail, ou est-ce qu'il y a une compensation par entreprise? Est-ce que l'État aussi abonde là-dedans? C'était un peu l'idée du chômage partiel, c'est que les 3 acteurs, justement, essayaient de maintenir l'emploi sans qu'il y ait une trop grosse perte de pouvoir d'achat pour le salarié. Aujourd'hui, effectivement, les accords de flexibilité sur l'emploi vont plutôt sur la réduction de temps de travail et la baisse des salaires qui vont avec. Alors, on allait donc on a fait son sort à Renault, si je puis dire. Vous alliez intervenir sur l'accord. Oui, l'accord du 11 janvier signé entre le MEDEF, la CFDT et d'autres syndicats prévoit un peu dans le même esprit une forme de flexibilité du marché du travail avec une variation plus facile au niveau de l'entreprise de la durée du travail, mais aussi des rémunérations où là il peut y avoir entente au niveau annuel sur une flexibilité. Et en l'échange, les salariés obtiennent d'abord un meilleur suivi social quand ils quittent l'entreprise, notamment en termes de couverture sociale. Et puis également un dernier point qui m'échappe à l'instant, du côté de la protection des salariés. Oui, c'est pour les CDD qui seront davantage taxés pour éviter
même si ce sera contournable, les emplois dits précaires. Au profit des seniors moins de 26 ans. Exactement. On va avoir un reportage consacré à ce fameux accord sur la sécurisation de l'emploi, tant souhaité par le MEDEF et signé par la CFDT, la CFTC et la CGE. Le texte arrive en mai à l'Assemblée et a pour but de fluidifier le marché du travail, bref, l'accès à l'emploi. Le Code du travail va donc lui aussi évoluer, notamment sur les licenciements, l'embauche, le temps partiel ou les contrats courts. Les chefs du personnel et autres DRH en frémissent déjà. Lise Barcellini et Grégory Routier. Les salariés dénoncent sa casse, le patronat exige son toilettage. Le Code du travail, c'est un pavé au cœur des relations de travail depuis des décennies. À l'origine, le Code du travail a été édicté en 1910, ce qui fait que le texte d'origine est assez vieux, mais il a bien entendu, au fil du temps, été modifié à un grand nombre de reprises. On a eu une multiplication législative, notamment ces dernières années, et à chaque changement de gouvernement, chaque tendance politique, on a bien évidemment des grandes modifications législatives. De grandes modifications, il y en aura dans le Code du travail dans les prochaines semaines. En cause, la transposition dans la loi de l'accord sur la sécurisation de l'emploi conclu entre syndicats et patronat. Des pages entières du Code du travail vont être réécrites concernant le temps partiel, les contrats courts, les recours au prud'homme ou encore les droits au chômage. Autre exemple, la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Aujourd'hui, elle est régie par la loi. Dans quelques semaines, 2 nouvelles options seront possibles. Soit un accord collectif entre représentants des salariés et employeurs, soit une décision unilatérale de l'employeur avec validation de l'administration du travail. Bref, la procédure déjà complexe le sera encore davantage. Là où on voulait faire de la fluidification du travail, en fait, on apporte une complexité au droit du travail, ce qui va créer finalement une nouvelle protection pour les salariés, parce que les employeurs ne sachant pas finalement comment procéder et comment mettre en place ces nouveaux plans de licenciement, ça va prendre du temps avant de le faire. Surtout qu'en plus du Code du travail, il faut aussi compter avec d'autres règles juridiques nombreuses et complexes. Directives européennes, conventions collectives, accords de branche ou d'entreprise, règlements intérieurs. Pour ce juriste, le Code du travail en lui-même mériterait un petit toilettage. Il a déjà été toiletté en 2008, une première fois. Il y a également eu une loi de simplification du droit qui a affecté également le droit du travail et qui, en principe, a simplifié un certain nombre de règles. Mais il est encore trop complexe. Mais il est encore trop complexe parce que, 1, il est trop volumineux, et 2, parce qu'il y a un nombre de règles à connaître qui est beaucoup trop important pour une personne lambda, qu'il soit employeur ou employé. La loi sur la sécurisation de l'emploi devrait être applicable au mois de mai. D'ici là, de nombreuses heures de débat au Parlement, de nombreuses heures de travail aussi en perspective pour les spécialistes du droit du travail. Bon, je reviens dans un instant au reportage, mais auparavant, on a une question de téléspectateur qui est « À quand une réforme du travail et des retraites égalitaires entre privé et public ?» Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça n'arrivera jamais? Ça vous fait rire? Non, ça ne me fait pas rire. Si, j'ai vu, ça vous fait sourire. Sourire, oui, parce que c'est une affaire grave. C'est une question qui revient tout le temps dans ces dernières. Mais elle est vraiment importante. La dernière réforme des retraites, la dernière en date, celle votée en 2010, n'a pas vraiment touché au monde des fonctionnaires et des salariés à statut. Donc ce dispositif... Par définition, le salarié à statut, il a un statut. Exact, oui, mais enfin, on peut le faire évoluer. Bien sûr. Mais donc 2017, un peu avant, il y a un début d'amorce de convergence, mais c'est un début. C'est un vrai sujet sur lequel nous ne sommes pas encore penchés parce que c'est un sujet qui politiquement est vraiment trop chaud. Et Nicolas Sarkozy, Bernard Thibault ont préféré entre eux ne pas le soulever en 2007, 2008, 2009, 2010. Mathieu Perlet. Oui, il y a quand même sur les retraites, il y a eu une augmentation importante de la durée de cotisation des fonctionnaires, d'ailleurs qui vont s'aligner progressivement sur le régime privé. Effectivement, c'est sur le mode de calcul de la pension de retraite qu'il y a des différences aujourd'hui. Mais sur la durée de cotisation, aujourd'hui, il y a quand même eu progressivement une convergence, donc il ne faut quand même pas le négliger. Le sujet va devenir de plus en plus explosif politiquement, parce que si on en vient à par exemple, baisser les pensions, à ce moment-là, la comparaison entre le privé, où la durée des pensions est calculée de façon bien moins favorable que dans le public, où ce sont les 6 derniers mois qui comptent, là, ça va devenir encore plus criant. C'est la même chose pour la réforme des allocations familiales, par exemple, où quand vous êtes fonctionnaire, vous avez une bonification
qui est bien plus forte, qui fait que pour le même nombre d'enfants, vous avez davantage d'allocations que dans le secteur privé. Donc quand tout allait bien, cette différence, elle était relativement supportable. Je pense que plus on avancera dans la crise et dans la remise en cause de notre système social, plus la demande de justice sera forte entre le public et le privé. Vous annoncez en quelque sorte une fracture sociale entre le public et le privé. Je pense pour cause de mauvais temps, si je puis dire, généralisé. Je pense qu'on est en train de la voir. Je pense que quand, par exemple, l'État supprime le jour de carence qui avait été rétabli ou installé par le gouvernement précédent pour l'administration, alors que dans le privé, en tout cas dans les petites entreprises, quand il n'y a pas de système particulier, là, il y a 3 jours pendant lesquels le salarié n'est pas remboursé quand il tombe malade. Je pense que des mesures comme celle-là seront de plus en plus difficiles à supporter dans un pays en crise. C'est un débat qu'on peut généraliser entre les gens qui ont l'impression de toujours plus payer et qui n'ont pas de retour sur investissement par rapport à d'autres qui ou sont plus favorisés ou profitent d'une forme d'assistance. Et il est important aussitôt de dire attention, nous avons une belle fonction publique avec des fonctionnaires qui travaillent bien, ne stigmatisons pas les fonctionnaires. Qui ont eu leur salaire gelé pendant plusieurs années. Et ne disons pas c'est la faute aux fonctionnaires. Attention, il y a une situation qui effectivement est une situation inégale. Il va falloir faire converger les systèmes. Mais cela veut dire regarder l'ensemble de la fonction publique. C'est un autre débat. Mais ne stigmatisons pas les fonctionnaires. Ne considérons pas non plus que le système qui protège les fonctionnaires est un système vers lequel il faut aller. C'est un système qui est en faillite. Mathieu Plane ? Oui, non, je pense qu'il faut effectivement pas opposer notamment le secteur privé et les fonctionnaires. Et notamment, il faut bien voir que du côté des fonctionnaires, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 est quand même depuis 2006 en place. Et donc, on voit bien, il y a quand même une charge de travail qui augmente pour un certain nombre de fonctionnaires. L'indice de fonction publique n'a pas été revalorisé. Il y a un certain nombre de réformes qui vont sur l'alignement, notamment du public sur le privé. Donc, je veux dire, il y a quand même une réforme importante de l'État. D'ailleurs, on le voit, hein, si vous regardez les dépenses de fonctionnement et la masse salariale de l'État depuis 10 ans, elle a baissé de 1 point de PIB, ce qui n'est pas le cas de la masse salariale du privé. Donc, je veux dire, il y a quand même du côté de l'État des réformes qui ont été importantes. Alors, peut-être qu'on n'est pas dans l'équivalence parfaite, mais après aussi, il y a des niveaux de salaire relatifs qui ne sont pas aussi équivalents. Alors, on en vient à ce fameux accord sur la fluidité, pour la fluidification du marché du travail. Il est présenté comme historique par certains, ceux qui l'ont signé. Il est présenté comme archaïque par ceux qui n'ont pas voulu le signer. Ce qu'on découvrait dans le reportage, c'était qu'en quelque sorte, pour fluidifier, on allait devoir complexifier. J'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez m'aider à y voir un peu plus clair ? Les deux pouvant être conjoints et peut-être nécessaires. Il faut complexifier pour fluidifier ? Quelles sont les deux idées? Reprenons. Ma question reprenons. Quelles sont les deux idées de l'ANI transmises par la loi Sapin? C'est un, et je le partage à 100%, la flexibilité externe, les plans de sauvegarde de l'emploi et social économique, ce n'est pas l'idéal. Donc on va choisir la flexibilité interne. Résultat, si on choisit la flexibilité interne, il ne faut pas donner d'attraction au PSE, pas d'attraction au licenciement économique. Donc on va mettre plan de sauvegarde de l'emploi. Oui. Comment ils font vos étudiants? D'accord. Vous parlez français. Ils ont un QI exceptionnel. Oui, très bien. Deuxièmement, donc, il a un aplomb. Donc, flexibilité interne. Deuxième grande idée, et on revient sur le débat gaulois, c'est moins de juges, moins de contentieux, moins de cours de cassation, moins de cours d'appel, plus de négociations, plus de légitimité. Voilà. Et donc, exemple, comment on va faire la flexibilité interne? C'est grâce aux mobilités géographiques, mobilités professionnelles, grâce à ce qu'on vous a décrit sur les maintiens de l'emploi. En un mot, on met quand même une pression assez considérable, c'est là la contrepartie, sur les salariés pour leur dire on ne peut pas te garder ton emploi, mais on te garantit un emploi si tu es mobile géographiquement, si tu es mobile professionnellement. C'est ça l'idée. Bon. On emploie les mots qui fâchent. La CGT et finalement à Force ouvrière, on dit que d'une façon ou d'une autre, c'est pour ça qu'ils n'ont pas signé, c'est un chantage à l'emploi. Est-ce que c'est de mauvaise foi? Est-ce que c'est aussi vrai? Parce qu'en effet, il y a du rapport de force. Je ne suis pas obligé de relire Marx tous les soirs avant de m'endormir, mais bon, ça existe. La réponse est, en Allemagne, il y a 40 millions de population active. En France, il y en a 28. En Allemagne, il y a 3 millions de chômeurs. Nous avons 3 200 000 chômeurs. Alors, à partir de là, c'est très simple. Soit on laisse passer les trains. Non, mais c'est ça la question. Soit on laisse passer les trains en disant, on a fait tout ce qu'on a pu. Je crois qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a pu. Voilà. Et donc vous considérez cet accord comme important, devant jouer un rôle si on est très optimiste, oui. C'est le début de quelque chose. Il n'y aura pas d'effet à 3 mois, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une mue. Et d'ailleurs, il porte un titre très, très intéressant, c'est pour un nouveau modèle économique et social.
Alors on peut trouver ça extrêmement présomptueux. Mais si on est très optimiste, ce qui est mon cas, on se dit la France va entrer dans le monde des pays socialement civilisés où on discute, où on avance ensemble, où c'est pas simplement toujours le constat contre le contrat. Oui. Et en quoi ça favorise l'emploi ? Tout simplement, c'est que je devais faire un plan de licenciement de 735 personnes. Grâce à la mobilité interne, au chômage partiel, etc., je supprime 735 postes. Il n'y aura pas un seul licenciement. Pourquoi? Parce que j'aurais reclassé mes personnels en France, à l'étranger, chômage partiel, etc. En préparant cette émission, Mathieu Platt, je me suis dit, mais finalement, on est arrivé à un stade où la question de l'emploi est en fait devenue celle du chômage, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne partage peut-être plus l'emploi, mais on partage le chômage sous des formes diverses, ce qui est d'ailleurs en partie vrai en Allemagne, où il y a bien des chiffres qui, vu de l'extérieur, vous qui êtes aussi un homme de chiffres, ont l'air extrêmement positifs, mais qui traduisent aussi des situations qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup moins stables qu'on veut bien le dire. Alors, oui, non, vous avez raison de le souligner. Alors d'abord, sur ces accords pour l'emploi, il faut bien dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessaire. C'est pas forcément les créations d'emplois, c'est préserver l'emploi, ce qui est important, et donc éviter des licenciements économiques. Juste un chiffre, justement, on parlait des chiffres pour rappeler. Dans les entrées à Pôle Emploi aujourd'hui, même si les licenciements économiques sont importants, c'est 10 fois moins que les entrées pour fin de CDD ou fin d'intérim. Donc là, justement, du marché du travail, soyons clairs, c'est pas les licenciements économiques, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc, effectivement, c'est médiatisé, c'est important. Effectivement, quand vous perdez votre travail, que vous avez plus de 50 ans, que vous êtes dans l'automobile, que ça fait 35 ans que vous y travaillez, vous avez très peu de chances de trouver un travail derrière. Certes. Mais aujourd'hui, dans les ajustements, par exemple, quand on parle de l'intérim, c'est 2 tiers des ajustements du marché du travail et c'est 4% des effectifs. Donc ça, c'est un premier point. Sur l'histoire de l'Allemagne, c'est très intéressant parce que, bien sûr, l'emploi et le chômage sont extrêmement liés, mais pas de la même façon. Et notamment dans la question allemande, il faut bien rappeler, et on parlait de la population active, c'est que la démographie allemande est déclinante. Ce qui n'est pas le cas de la démographie française. Et que l'Allemagne n'a pas besoin de créer autant d'emplois que la France pour faire baisser son chômage. Nous, il faut créer 150 000 emplois par an pour stabiliser le chômage. L'Allemagne a juste besoin de maintenir son emploi constant. Et donc, si vous regardez les 10 dernières années, on a créé autant d'emplois que l'Allemagne, mais on a des niveaux de chômage différents pour une raison assez simple, c'est qu'on n'a pas le même vieillissement. Alors, effectivement, en période de crise, le vieillissement est un atout, ça libère des postes. À long terme, c'est effectivement une difficulté extrêmement difficile à relever, en tout cas pour l'Allemagne. Oui. Oui, moi je pense que cet accord il est positif parce qu'effectivement il introduit un peu de fluidité et c'est objectivement un progrès. Simplement, il va se traduire d'abord par paradoxalement un peu plus de complexité, c'est ce qu'on voyait dans le reportage, parce que ça fait des procédures nouvelles. Et puis surtout, c'est un petit pas, mais il faut voir d'où on part. Le niveau de chômage aussi élevé qu'on a en France, il s'explique par une complexité du marché du travail sur lequel on est peut-être revenu à hauteur de, je sais pas, 1, 2, 2,5%. Mais vous faisiez la comparaison entre la France et l'Allemagne. Je me suis amusé à venir avec le Code du travail français et le Code du travail allemand. Le Code du travail français, il est gros comme un dictionnaire. Ça fait 2700 pages. Le code du travail allemand, j'ai pas pris le code du travail anglais, parce que lui, il est épais comme un magazine. Mais c'est un pays ultralibéral, me répondra-t-on, donc je prends un pays a priori civilisé, qui est l'Allemagne. Il est gros comme un livre de poche, on va dire. Il y en a un qui fait 2700 pages, l'autre 700 pages. Et je n'ouvre pas le code du travail français, parce que sinon ça fera fuir nos téléspectateurs. Honnêtement, même, sauf ceux qui sont passés par votre enseignement, monsieur le professeur. Mais parce qu'il y a une complexité qui reste la règle, je veux dire, le petit patron de PME qui se dit « Est-ce que je vais embaucher quelqu'un? Est-ce que je peux me séparer de quelqu'un ?» Eh bien, avant d'avoir assimilé tout ça, il se dit « Ok, pour avoir le moins d'ennui possible, je vais essayer de prendre un CDD, un intérimaire, parce que ce sera plus simple. » Et c'est tout ce système, au-delà du petit changement qui a eu lieu, qui rigidifie complètement l'emploi. Rapidement, parce que le droit du travail, il est là pour protéger les salariés. Il est là aussi pour organiser le marché du travail. Et cet accord est là très intéressant. Pourquoi? Parce que plus que la complexité, ce qu'il faut redouter, c'est l'insécurité. Et les entreprises ont besoin de sécuriser les procédures qu'elles lancent, et les salariés ont besoin de sécuriser non pas leur emploi qu'ils vont perdre, mais leur personne, leur capacité à rebondir. Et c'est cet esprit qui a présidé à l'accord. Il est imparfait, il s'intéresse plus, il est plus favorable aux grandes entreprises qu'aux PME, les contreparties ne sont pas toujours extraordinaires non plus, ou certaines, on ne voit pas le rapport avec le sujet, complémentaire santé, par exemple, qui est un progrès, mais enfin pas lié. C'est un progrès, c'est un progrès. Oui, c'est un progrès, mais enfin c'est pas lié à la problématique centrale qui est sécurité pour les uns, sécurité pour les autres. En tout cas, en termes d'emploi. On parle de protection sociale. Bon. Et d'autres aspects comme la formation professionnelle, comme l'accompagnement des chômeurs, tout ça n'est pas traité au fond parce que d'autres acteurs, les territoires, l'État, doivent aussi s'en occuper. Mais c'est
un accord significatif. Dernier reportage de cette émission dans cette période de crise industrielle qui dure. On le sait, la France compte de plus en plus de salariés et d'ouvriers désespérés pour qui même les combats syndicaux n'ont plus de sens. On pourrait dire que la violence sociale fait aussi réapparaître la violence tout court et évidemment la désespérance. Chez DMI, près de Montluçon dans l'Allier, on redoute une liquidation après avoir connu toutes les angoisses et ces ouvriers qui n'ont pourtant rien de jusqu'au boutiste menacent de faire sauter leur usine. Marie-Laurent et Dominique Lemarchand sont allés à leur rencontre. Là, on est à l'entrée de l'entreprise. Comme vous voyez, on a rassemblé quelques pièces pour faire voir ce qu'on fabriquait. Là, c'est pour Renault. C'est des anciennes pièces, mais qui sont montées aujourd'hui sur les Dacia. Comme un musée à ciel ouvert, la fierté de ces ouvriers exposés aux yeux de tous, dans l'attente de la liquidation, voire de l'explosion. Ces pièces pourraient bien partir en éclats dans quelques jours, avec l'ensemble de la fonderie. Donc si on doit disparaître, elle disparaîtra avec nous. Et on la fera exploser si, malheureusement, il n'y a pas de repreneur. La menace, seul moyen selon ces salariés pour se faire entendre après 9 mois de descente aux enfers. Il y a 20 ans, 800 ouvriers travaillaient encore ici. 8000 tonnes d'aluminium étaient fondues contre une centaine aujourd'hui. Depuis 2 mois, plus aucune production. Les salariés hagards viennent surveiller leur four, déjà en partie éteint. Vous voyez, celui-là n'a pas été vidé. Le métal est à 770 degrés à peu près là. Donc il est comme ça, c'est l'espoir encore, puisqu'il est prêt à passer dans les machines pour fabriquer des pièces. Et quand il commence à être lingoté, l'échéance est bientôt là. Il y a une semaine, ces lingots ils étaient en fusion et aujourd'hui ils sont froids. Ils sont froids, c'est la mort. Des lingots froids, triste reliquat d'un propriétaire en fuite. L'américain Platinium avait repris l'entreprise plein de promesses il y a un peu plus d'1 an. Mais le 24 juin dernier, il a fallu déchanter. Les machines ont été détruites pour faire place à un nouveau projet pour Ford. Et puis le projet a disparu. Et voilà, on nous a laissé l'entreprise dans cet état-là. Vous vous sentez abandonné aujourd'hui, monsieur? Ah bah c'est plus qu'abandonné, on est orphelins là, on n'a plus personne. Des orphelins, pour beaucoup âgés de plus de 45 ans, prêts à tout pour obtenir de meilleures conditions de licenciement, leur seul objectif désormais. À l'usine, le temps est suspendu, mais en coulisses, les ouvriers se démènent. Ils ont bloqué les voies de chemin de fer, les autoroutes, écrit à François Hollande, Arnaud Montebourg et même Barack Obama, sans résultat. Reste l'énergie du désespoir sous forme de bonbonnes de gaz, comme arme de dissuasion massive. Le système simple, des pneus, une bouteille de gaz, avec du gaz dedans. S'il faut, j'arroserai de gasoil. Et puis on y mettra le feu. Les habitations sont quand même loin, ça va faire péter les vitres des voisins peut-être. Mais ça ira pas plus loin. Voilà. Et vous vous sentez hors la loi avec ce type de dispositif ou pas? Non. Ça peut péter accidentellement aussi. C'est à moi de mesurer les conséquences, mais j'assume, oui. Des actions coup de poing menées au nom du comité d'entreprise. Pas question pour ces salariés de se faire récupérer par des syndicats devenus impuissants face à la crise. Quelques syndicats que ce soit, il n'y a pas tellement d'avancée, puisque quand ils veulent mettre une loi, syndicat ou pas syndicat, la loi est passée, on n'en parle plus, c'est fini. Donc je pense oui. Le syndicalisme 2013 n'est pas celui de 68, on va dire. Pas du tout. Fin février, le Sénat a voté une loi sur l'amnistie sociale. Plus de condamnations pour les destructions matérielles en cas de conflit syndical. Mais pour le député socialiste qui soutient les salariés, il ne faut pas y voir d'appel au cassage. Il ne faut pas de violence. Moi, j'ai toujours prôné le dialogue sans violence. Il faut respecter les biens. Mais moi, je vais vous dire, ce sont les ouvriers qui sont les premiers à protéger leur outil de travail. Parce qu'ils savent que c'est ça qui leur fait gagner leur vie. Donc, la menace n'est pas toujours du côté où on croit qu'elle est. Demain, les salariés DMI devraient enfin être fixés sur leur sort.
Une liquidation judiciaire ou la reprise partielle de l'activité avec seulement une vingtaine d'emplois maintenus sur 168. Ce reportage sur cette usine de fabrication d'aluminium est d'autant plus, on pourrait dire, émouvant qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas du tout affaire à des gens violents, mais qui sont arrivés au bout d'un processus où visiblement ils se sont fait gruger plusieurs fois. Ils ont écrit à Obama, ils ont écrit à François Hollande, bref, ils ont écrit à tout le monde. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut leur dire. Ce reportage, il est très lourd. Hein, on le prend au cœur, ce reportage. On voit bien que ce ne sont pas des militants révolutionnaires, ce sont des militants qui aiment leur métier, qui aiment leur entreprise, qui aiment leur terre aussi. C'est le Bourbonnais. Enfin, le député Lesterlin le dit, les syndicats, les ouvriers, ce n'est pas des casseurs, ils aiment leur terre. Donc, pourquoi en est-on arrivé là ? On en est arrivé là parce que les centres de décision ont été trop éloignés de la réalité industrielle et que la réalité industrielle aujourd'hui est de plus en plus gouvernée par des financiers et pas par des industriels. Quand les usines sont utilisées comme des éléments d'un puzzle au niveau mondial, évidemment, il arrive un moment où on ne s'intéresse plus à l'homme, à la femme au travail. Donc, ce qui manque, ce sont des patrons en fait. Il y a des financiers, il n'y a pas de patron. Et ça, c'est un point important. Deuxième point, c'est que les organisations syndicales, précisément, qui ont un rôle d'éveil, de formation, d'encadrement, ne sont pas là ou pas suffisamment là. Un conflit un peu historique, en 2001, c'est Latex. C'était un peu la même chose. Le site ferme, c'était une configuration tout à fait comparable. Les ouvriers sont fous furieux, et ça se comprend, révoltés, ils menacent de vider de l'acide dans la rivière. Les organisations syndicales, la CGT en l'occurrence, arrive, la Fédération du textile, et dit « Attendez, les gars, on aime son métier, on aime son usine, on ne casse pas l'outil de travail, on n'abîme pas la santé des collègues. Donc, on fait venir le préfet, on fait venir la direction, on apaise les relations sociales et on trouve un accord. » Le secrétaire du comité d'entreprise de l'époque, Morad Rabi, a mené une carrière extraordinaire puisqu'ensuite il est entré jusqu'au bureau confédéral de la CGT. C'est aujourd'hui le monsieur retraite, le grand spécialiste des retraites. Ça veut dire que les organisations syndicales, quand elles sont présentes, savent gérer ce genre de situation, détecter d'ailleurs les bons potentiels militants, mais une organisation syndicale, elle est là pour organiser, pas pour faire transformer des personnes révoltées, elles le sont, en révolutionnaires professionnels. Et ça, c'est un sens qu'il nous faut retrouver et qui manque. Côté patronal, côté syndical. Je travaille à Pôle emploi et on est tous en train de tomber comme des mouches. Notre quotidien n'est qu'agression, insultes et menaces. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire de personnes qui travaillent à Pôle emploi? Vous trouvez ça rend compte de... Oui. On peut le comprendre depuis le début de la crise, parce que on est à nouveau potentiellement en récession, mais la crise elle a commencé en 2008. Ça veut dire que ça va faire maintenant plus de 5 ans qu'on est en crise. Oui. Si vous regardez les chiffres de façon assez froide, il y a 1 200 000 chômeurs supplémentaires depuis le début. On a fait plus que le doublé. Et si vous regardez le chômage de longue durée, il a été multiplié par 2. Aujourd'hui, dans les seniors, il y a 60% des seniors qui sont au chômage sont des chômeurs de longue durée. Donc effectivement, il y a un désespoir qui se crée. On le voit bien dans ce reportage. On voit que l'industrie est particulièrement touchée. L'industrie a perdu plus de 10% des emplois depuis le début de la crise. Et c'est vrai que si on remonte un peu à rebours les choses, à la base, il y a quand même une crise financière, une crise du surendettement et du surendettement privé, et qu'aujourd'hui, cette austérité généralisée en Europe, affecte la France, mais aussi les autres pays européens. Et je ne crois pas que ce soit le Code du travail français qui explique les 1 million de chômeurs supplémentaires qu'on a pu observer depuis le début. Peut-être qu'il y a des rigidités, certes, mais aujourd'hui, l'Europe est en récession et on a une crise sociale qui est sans précédent. Et je pense qu'il y a sûrement des solutions, mais les solutions aujourd'hui que l'Europe propose ne permettent pas, en tout cas, de donner d'espoir aux gens. On va passer aux questions SMS, il nous reste à peine 7 minutes. Pourriez-vous parler aussi, nous dit un téléspectateur, des artisans et professions libérales qui connaissent la crise dans un silence médiatique affolant? Alors il y a 2 questions là-dedans. Je veux bien que vous réagissiez. D'abord, est-ce qu'en effet on n'en parle pas assez et ensuite, est-ce qu'eux aussi sont victimes, évidemment, de cette crise importante? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que beaucoup de petits patrons, on ne parle pas beaucoup des suicides de petits patrons qui ont vendu leur maison ou leur maison est gagée à l'égard de la banque. C'est clair qu'on s'intéresserait, il y a beaucoup de petites entreprises où les rapports sociaux sont tout à fait différents des grandes entreprises. Donc là, il y a un vrai souci. Et je ne parle pas des agriculteurs où le taux de suicide est en ce moment absolument hallucinant. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des salariés, mais beaucoup de petits patrons sont étranglés pour diverses raisons. Et je crois qu'en termes de risques psychosociaux, être un petit patron, ça vaut aujourd'hui largement être un salarié, très largement. Sur 1000 chômeurs chaque mois, il y en a à peu près que 50 qui viennent dans le cadre des licenciements économiques, c'est-à-dire les grandes entreprises. L'affaissement
que nous vivons aujourd'hui, la brutalité du chômage, elle touche les toutes petites entreprises. C'est-à-dire, elle touche 4 600 000 salariés qui travaillent dans des entreprises de 10 salariés ou moins. C'est ça, la force vive en termes d'emploi, pas en termes de dynamisme, de puissance économique, mais en termes de monde du travail. Oui, un point important sur justement les entreprises, et notamment, effectivement, il faut rappeler que 90% de l'emploi est dans les PME, mais que les entreprises ont subi une crise aussi sans précédent, que ce qu'on appelle le taux de marge, qui est une forme de rentabilité, a baissé de 4 points de valeur ajoutée. Donc, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est justement que tout le monde est à bout de souffle. C'est-à-dire que vous regardez les ménages par le chômage, par les salaires, les entreprises qui ont justement des taux de profitabilité qui sont très faibles. Et aujourd'hui, on demande de faire des redressements des comptes publics qui sont historiques. Donc, il faut trouver l'argent quelque part, alors qu'on est déjà dans des situations de crise majeures et qu'on ne peut pas compenser cette austérité interne par plus d'exports parce que nos partenaires commerciaux sont dans des situations au moins équivalentes, voire pires. Le gouvernement pèsera-t-il bien inconvénients et avantages avant de légiférer par ordonnance? Qu'en pensez-vous, Guillaume Roquette? Oui, je pense qu'il y a l'inconvénient, c'est effectivement de donner le sentiment qu'il n'écoute plus la représentation nationale et en particulier son aile gauche, qui certes est un peu remuante, mais dont il a besoin pour avoir un minimum de consensus social sur les mesures à prendre. Cela dit, je ne pense pas que le fait que les mesures soient prises par ordonnance changera fondamentalement les choses. Pourquoi ne pas avoir augmenté la CSG pour préserver les retraites? Ça vous intéresse comme tête? Ça sera pour bientôt peut-être. Oui, c'est une solution. Ouais. C'est une solution qui peut être sur la table, mais enfin, je trouve qu'elle peut être assez intéressante. Et puis, il y a quand même un débat qui était dans la campagne, qui était celle de la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui n'a pas été fait. Et qui est intéressant, c'est de donner effectivement une forme de progressivité à la CSG qui pourrait financer effectivement les retraites, quoi. Ou la TVA sociale, qui est une autre façon de trouver de l'argent. Elle est déjà utilisée pour le CICE, quoi. Mais... un code du travail de 3000 pages, est-ce bien sérieux, nous demande un téléspectateur? Alors d'abord, dans le code de travail de 3000 pages, il y a 2500 pages qui sont consacrées à des décrets obscurs que personne ne lit jamais. Donc on se contentera des 800 premières pages qui sont les lois de la République. Le reste, on ne lit pas beaucoup. C'est vrai que Guillaume Roquette... C'est un professeur de droit qui vous dit ça, voilà. Objectivement, les deux autres parties ne sont très peu lues. Donc en revanche, là où Guillaume Roquette avait raison, c'est que le code du travail était conçu pour des grosses entreprises avec des services juridiques. Et c'est vrai que le patron de la PME qui a 12 personnes ou 53 personnes, s'il n'a pas à côté de lui un expert comptable ou un avocat, il aura beaucoup de mal à s'en sortir. Ça c'est objectivement vrai. Or, ce sont les petites entreprises qui sont susceptibles de créer de l'emploi, pas les grands groupes, on voit bien, qui ne cessent de se restructurer. Les modifications du Code du travail ne porteront-elles que sur les nouveaux contrats? Pas du tout. Elles portent sur la flexibilité, la mobilité, les PSE. Il y a une réforme en cours considérable sur les plans de sauvegarde de l'emploi. Merci. Donc ça touche absolument tous les domaines. Quasiment tous les domaines. Oui. La durée du travail, les salaires. La mobilité des salariés est-elle réalisable en France compte tenu de l'énorme problème du logement? Je trouve que c'est une excellente question. Excellente question, oui. Oui. Réponse, c'est l'un des problèmes majeurs. Exemple pour les personnes modestes. J'ai mis 10 ans à accéder à un HLM, j'étais 8000 centièmes sur la liste. Donc si jamais je suis mobile à 30 km, je perds 10 ans. Et deuxièmement, les Français, contrairement aux Américains, ont des racines locales, sociales, et les Français sont beaucoup moins mobiles, ce qui est plutôt une qualité. Avoir des racines, ça aide à tenir debout. Mais en termes de mobilité, c'est pas idéal. D'où la difficulté de la mobilité, et notamment de la mobilité avec l'âge, parce que pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile que pour ceux qui ont justement une famille, des logements, etc., dans lesquels ça va être plus compliqué d'être mobile. Oui, sur le logement, dans les régions évoquées par le reportage, quand votre maison a baissé de la moitié, en clair, vous ne pouvez plus la vendre, il n'y a plus personne pour l'acheter. Et vous êtes endetté pour la payer. La dernière grande vague de mobilité, c'est Fos-sur-Mer. Hein. On avait fait descendre des ouvriers du nord de la France et de Lorraine pour aller s'installer dans le midi de la France. Oui, c'est des choses, finalement, des cas extrêmement rares dans notre pays. Comment construire sa vie sans sécurité de l'emploi ? Comment construire sa vie sans sécurité de l'emploi? C'est vraiment intéressant parce que c'est finalement la question centrale de cette émission. Je sais pas. Mais parce que nous avons collectivement dans notre pays, comme en chacun de nous, besoin de gérer deux besoins. Le besoin de changement, le besoin de conservation. Et donc le besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental. Il faut relire, je sais pas, Simone Veil sur l'enracinement, sur des ouvrages qui nous aident à comprendre la personne au travail et la personne dans la société. Donc oui, le besoin de sécurité, il est fondamental. Et si l'on a besoin de sécurité, on a besoin de conserver ce que l'on a acquis. La conservation n'est pas en soi une valeur négative. Il faut simplement que ce besoin de conservation ne submerge pas l'autre besoin qu'ont les entreprises de bouger, de changer, d'être adaptées. Et on en revient aussi à l'accord de janvier, pour arrêter avec les philosophes Simone Veil, mais de considérer que l'accord de janvier, il cherche, c'est un premier pas, pour chercher un équilibrage entre la flexibilité et la conservation.
Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, je pense que la sécurité, elle est importante. Elle est aussi importante pour l'employeur, dans l'investissement du salarié sur le long terme. Il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que la productivité aussi peut être liée à la sécurité, à l'investissement que peut avoir l'entreprise. Et puis, juste pour rebondir sur les jeunes, le problème des jeunes aujourd'hui, quand même, rappelons que 50% des jeunes sont en emploi temporaire, c'est-à-dire soit intérimaires, soit en CDD, et 25% qu'il y a le problème aussi au d'accès au logement. Et voilà. 25% Alors, au chômage. en taux de chômage, c'est-à-dire que c'est moins de 10% des jeunes. Oui, d'accord. À force de taper sur les salariés, ne craignez-vous pas un nouveau mai 68? Moi, je n'y crois pas, parce que en mai 68, il y avait 2,5% de chômeurs. Et donc, la France était dans une période de croissance absolument, historiquement sans équivalent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a pu sortir de la crise de mai 68 par les augmentations de salaire dont on n'oserait même pas rêver aujourd'hui. Mais bien justement, peut-être que c'est à l'envers qu'il fallait prendre la question. C'est-à-dire, ça n'est plus possible, et c'est parce que ça n'est plus possible qu'on peut imaginer que ce soit beaucoup plus violent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. Je crois que c'est ça le sous-entendu de la question. Tout est possible. Moi, actuellement, ce que l'on peut redouter, c'est moins une explosion sociale mai 68, parce que le chômage est là pour peser, qu'une expression sur le terrain politique aux extrêmes du paysage politique. D'autant que même si vous avez des situations dramatiques comme celles qu'on a vues dans le reportage, on a aussi appris aujourd'hui, par exemple, que le salaire moyen des Français avait augmenté de 2,5% l'année dernière. Je veux dire, la France n'est quand même pas au bord d'une espèce de collapsus généralisé. Pour ceux qui ont un emploi. Oui, pour ceux qui ont un emploi, bien sûr. Pourquoi pas des ordonnances pour mettre un terme au cumul des mandats des politiques? C'est la dernière question SMS à laquelle vous ne répondrez pas et qui était soulevée, mais je m'amuse à la citer quand même. 22h45 pour la rediffusion de ce C'est dans l'air. Merci beaucoup d'y avoir assisté, à vous d'y avoir participé. Demain, rendez-vous à 17h45 pour une nouvelle émission. Et auparavant, vous aurez rendez-vous avec Laurent Bazin et son invité en direct lui aussi. À demain, merci. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.